Est-ce que... donc, bonjour à tous. Ah, je réalise que on ne voit pas les... Ok. Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire. On attendra peut-être une autre petite minute avant de commencer officiellement. Participants, on est sur 12 participants, super. Ok, je propose que tu On lance? lances, Inès, ouais, ça fera venir les... Ok, parfait. Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire intitulé Comment mettre en péril sa transformation digitale en ratant complètement sa stratégie ici. Donc, je suis Inès Benatia, consultante en transfo digital et pilotage des organisations. Je serai votre hôte aujourd'hui pour animer ce webinaire qui vise un peu à emprunter une voie un peu conventionnelle pour explorer cette question stratégique. Ici avec nous pour partager aussi des insights précieux et répondre à vos questions. Nos intervenants, Madame Marie-Odile Lhomme, Chief Digital and Information Officer de Audencia Business School, et Paul Maître, directeur associé et cofondateur et mon boss du cabinet Isis Consulting. Merci de votre disponibilité et de votre mobilisation. Je vous donnerai quelques minutes pour vous présenter. On peut commencer par Marie-Odile. À vous la scène. Bonjour à tous, merci Inès. Alors oui, je suis Marie-Odile Lhomme, je suis effectivement la directrice de la transfo digitale et des systèmes d'information d'Audencia. Je suis ce qu'on appelle un profil expérimenté, diplômé de l'ESSEC en management des systèmes d'information. J'ai fait toute ma carrière en France et à l'étranger dans des industries technologiques et aussi bien sûr dans des industries stratégiques et dans le conseil. Et aujourd'hui, donc, je manage une DSI, celle d'Audencia, et je pilote la feuille de route digitale de cette business school française. Super, merci. Paul? Merci Marie-Odile d'être là et d'amener ce témoignage. Merci Inès pour l'animation. Donc moi, je suis Paul Maître, associé directeur et fondateur du cabinet Isis Consulting. Et je vais en dire un petit mot juste après sur d'où on parle et pourquoi ça nous plaît de lancer ce type de webinaire et d'échange qui, j'espère, vous satisfera. En 2 mots sur nous, le cabinet. Isis, on est une cabinet de conseil, petite quarantaine de consultants. On n'est plus tout jeune, fondé en 2007. Et on a travaillé pour environ 150 clients dans différents domaines pour donner quelques métriques. Nous, le sujet de travail, c'est décider et travailler autrement avec le digital. Et ça, depuis la fondation du cabinet, en y amenant on est très des méthodologues, des outils pour voir comment on améliore les sujets du pilotage et de l'innovation d'entreprise. Et puis, on a développé pour certains secteurs métiers à forts enjeux sociétaux des expertises métiers justement pour aller pousser plus loin l'impact du digital, notamment dans les secteurs de la santé, du social. Et ça me fait plaisir de recevoir aujourd'hui un acteur de l'éducation qui est aussi un secteur important à impact sociétal où le digital peut jouer beaucoup de rôles. Pour pas faire trop long, mais de dire quand on dit qu'on fait du conseil dans ce domaine-là, qu'est-ce qui nous intéresse de travailler, c'est pourquoi on fait ce type d'échange. On a un triptyque en tête qui est la transfo digitale, on va y revenir, mais c'est évidemment le digital, ou pour parler plus français même, le numérique a une capacité de transformer les métiers, comment on peut travailler là-dessus. Et 2 axes complémentaires pour nous, qui est le pilotage. Toute transformation, toute organisation se doit d'être pilotée. Et du coup, on a misé très fort là-dessus sur cette fonction. Et là aussi, le sujet du jour est assez proche de notions de pilotage, donc on y reviendra. Et puis enfin, mettre du numérique pour changer les métiers. Le pilotage, c'est bien, mais il faut s'intéresser aussi à la vraie vie des collaborateurs et des usagers. Donc un œil aussi sur le côté collaborateur et avenir du travail avec le numérique.
Super. Alors, au programme, nous commencerons par revenir sur les concepts clés entre transfo digital et stratégie SI, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle d'un taux assez élevé d'échecs de transformation dans les organisations. Ensuite, nous lancerons le débat pour explorer les diverses approches pour piloter avec succès sa stratégie SI. Et avant de s'en donner à cœur joie pour répondre à vos questions, nous clôturerons par une synthèse de nos préconisations en la matière. Alors, Paul, peux-tu nous rappeler l'essence des mots-clés que nous allons traiter aujourd'hui et surtout nous parler des principaux facteurs d'échec qui leur sont inhérents? Alors, on a voulu être, mais tu peux rester sur le titre 2 secondes, Inès. On a été un peu volontairement, entre guillemets, provoque dans l'appellation du webinaire et puis pour lancer sur le sujet de l'échec. Au-delà de cet angle et cette attaque, pourquoi on a choisi ce thème, on trouve très intéressant et vous le verrez d'échanger avec Marie-Odile dessus, ça me paraît important. On est dans une période où il y a des questionnements sur cette notion d'élaboration stratégique ou de stratégie SI. Et finalement, aujourd'hui, les choses vont tellement vite que est-ce qu'on a le temps de se poser? Est-ce qu'on a le temps de faire de la stratégie? Et c'est pour ça ce côté un peu provoquant finalement. Est-ce que c'est encore un exercice qui vaut le coup d'être mené, les choses allant tellement vite et les impacts étant tellement rapides? Ça fait que ça valait le coup de s'arrêter et de s'en dire un mot et en effet de poser la question frontalement. La transfo digitale, elle est partout. C'est un fait. Maintenant, nous, ce qu'on constate et ce sur quoi on souhaite amener l'éclairage, c'est est-ce qu'on peut mener une transformation digitale complètement déconnectée du SI et de la DSI dans une entreprise? On sait qu'il y a des cas où la question peut se poser. Et là aussi, le but du débat est d'amener la lumière là-dessus. À quel point les deux sujets sont liés ou, pourquoi pas, peuvent être menés de manière indépendante. Et puis derrière ça, évidemment, c'est de pouvoir parler quelle démarche on mène, comment on s'adapte. Et là aussi, le souhait, c'est d'avoir le point de vue et en l'occurrence d'une professionnelle qui mène sa barque dans son domaine métier, qui va pouvoir amener un éclairage sur ces pratiques-là. Et puis, vous l'avez vu, nous, on a une attache particulière pour des secteurs qui sont encore en début de transformation digitale, encore peu matures. On travaille beaucoup dans la santé, dans le social. Le retour d'expérience sur l'éducation sera intéressant. Tout ça fait qu'on pense qu'il est légitime de se poser ces questions et d'apporter, si possible, des éclairages aux gens qui se lancent dans ces transfos. Quelques chiffres, Inès, comme tu nous les as préparés. On parle de transfo, on a repris des chiffres, ils sont assez tarte à la crème, on les retrouve souvent, mais le constat de base derrière ces sondages ou ces tendances sur le fait que les transformations n'atteignent pas la totalité de leur objectif, si ce n'est leur objectif, ça montre que c'est un exercice qui reste compliqué et difficile et qu'on n'a pas encore trouvé de recette miracle pour réussir parfaitement les transformations. Donc, ça appelle à être humble. Et deuxièmement, il y a encore matière à travailler justement ces méthodos et ces façons de faire, quel que soit le type de transformation. Deuxièmement, on a quand même un sujet aussi qui est important et on y met quelques chiffres. Une transformation répond en général à une stratégie, au souhait d'une entreprise plus ou moins, j'allais dire, planifiée ou subie, mais de se transformer, et d'où le lien important avec la notion de stratégie. Ce qu'on retrouve dans quelques stats, et on explorera ce point-là, finalement, une stratégie, c'est bien de l'élaborer, mais c'est surtout important de savoir l'exécuter et la mettre en œuvre. Et là, on se rend compte qu'il y a aussi des matières à travailler. Quand on a des sondages, par exemple, par le Gartner sur des difficultés à appliquer une stratégie, on se rend compte que la façon de mettre en œuvre et de la piloter rentre comme un des principaux facteurs d'échec. Quelques petits compléments qui sont un peu les corollaires, ce qui amène à dire que quand on est capable d'être clair sur cette stratégie et qu'on est capable d'avoir le bon dispositif de pilotage pour régulièrement la réévaluer et ajuster, on se donne des modalités pour mieux réussir. Et à contrario, tu peux avancer, Inès, on va retrouver le corollaire inverse, à savoir que quand on a une non-clarté des objectifs et des priorités, qu'on a un dispositif de pilotage, j'allais dire perfectible parce que mauvaise attribution de responsabilité ou autre, on va là se donner toutes les chances de moins bien réussir son projet. Donc, transfo et stratégie sont liés, beaucoup d'axes d'amélioration et notamment à travers ces sujets de pilotage qui nous intéressent plus particulièrement et qu'on va aborder avec Marie-Odile.
On a mis des gros mots sur la table, on les repose là, c'est une définition parmi d'autres. On pourrait faire, il y a beaucoup de débats sémantiques autour de tout ça. Mais l'idée, c'est de dire, mettre la transfo digitale comme étant vraiment une volonté d'apporter via la technologie une transformation en profondeur du métier de son organisation. L'exercice de stratégie SI qu'on souhaite aborder, quelle que soit d'ailleurs sa méthode, et on va en parler dans le webinaire, on est bien dans l'idée de je suis là pour, au niveau du SI de mon entreprise, établir ma cible et mon plan d'action pour répondre aux objectifs métiers. Et ce qui va nous intéresser à travers le témoignage et les échanges avec Marie-Odile, et nous, c'était un peu notre point de départ, hein, c'est nos travaux internes, c'est quand on parle de stratégie SI, chez certains, on va parler schéma directeur, et on va penser à un exercice long terme, complexe et parfois délicat, on y reviendra, ou on va parler de feuille de route, de roadmap, de rolling roadmap. On va amener une toute nouvelle logique à la façon de planifier la stratégie ici. Et le but, ça va être d'évoquer tout ça avec Marie-Odile dans les minutes qui suivent. Mais avant, à votre tour, cher public, on souhaite mieux vous connaître. Du coup, on vous propose de répondre à un petit sondage de 3 questions. Accessible à droite, disons à la barre en bas de votre écran, s'appelle sondage. Et voilà, vous allez trouver déjà la première question. Considérez-vous que votre organisation est en transformation digitale ou s'y projette? Donc, on a 4 propositions et on vous laisse répondre. Ok, super. Déjà, la moitié considère que son organisation est en transformation digitale. Très bien, d'où votre intérêt au sujet. Ok. Si on peut lancer la deuxième question, s'il vous plaît. Alors, deuxième question. Toujours, je rappelle, il faut aller sur la rubrique sondage. Une stratégie SI est-elle communiquée dans votre entreprise et connue des collaborateurs? Ah ouais, il y a quand même un nom. Ok, plus que 2 personnes. Mais a priori, oui, c'est affirmatif, c'est assez positif que cette stratégie SI soit communiquée et connue par les collaborateurs. Troisième question. Y a-t-il un portefeuille de projets connu et partagé? Ok, c'est aussi assez positif. La majorité affirme avoir un portefeuille de projets connu et partagé. Super. Très bien. Donc, merci pour vos réponses. Maintenant qu'on s'est chauffé, qu'on a appris à mieux se connaître mutuellement, nous pouvons attaquer le débat où vous pouvez activement participer en posant vos questions, vos commentaires ou surtout prise de position quant aux différents axes du débat au fur et à mesure. Du coup, un petit rappel, mais bien que Paul l'a fait, on va parler de quoi? On va croiser des regards sur différentes approches pour piloter avec succès sa stratégie SI. Puisque aujourd'hui, la question qui se pose, et Paul l'a dit déjà, pour un DSI surtout, vaut-il mieux anticiper ou itérer au fil de l'eau sa stratégie SI pour maîtriser les enjeux de la transformation? Du coup, pour commencer, démarrons avec une question fondamentale qui est la stratégie SI est-elle nécessaire pour mener la transformation digitale, Paul? Alors, merci Inès, merci d'avoir répondu au petit sondage qui est plutôt, juste, je fais une petite incise d'abord, qui est plutôt positif, hein, style il y a de la transfo digitale où il y en a et où elle arrive, et puis plutôt une stratégie connue, un portefeuille connu et partagé, ce qui est plutôt très bien, ce qui est plutôt mature, et ça sera intéressant, ceux qui veulent dans le commentaire, au fur et à mesure de la discussion, indiquer pour le coup, des facteurs de réussite ou des points d'attention par rapport à ça, c'est tout l'enjeu de cette presse. Quelques mots.
je voulais dire, de notre point de vue, du coup, d'observateurs et d'intervenants dans différentes boîtes, et pour répondre à cette question qui peut paraître un peu vaste et naïve, la réponse est un grand oui. Et c'est un peu un cheval de bataille, c'est-à-dire, ça semble important d'avoir cette notion de stratégie du système d'information pour réussir la transformation digitale. Pourquoi? En quelques mots, et après, ça sera intéressant évidemment d'avoir le point de vue de Marie-Odile, c'est que quand on parle de transfo digital, on va vouloir aller vers de la nouveauté, réinterroger beaucoup de choses, mais ceci dit, quand on est quand même sur le sujet du numérique, et c'est un peu basique de se rappeler ça, mais finalement, dans une organisation, une entreprise, l'essentiel du numérique, il est à la DSI, il est au SI. Il porte les assets de l'organisation, il emporte les data, il a une vue, j'allais dire, privilégiée sur les usages, étant en contact de tous les utilisateurs. Et donc ça, c'est évidemment un point de départ précieux à avoir pour pouvoir réfléchir et mettre en œuvre sa transformation digitale. C'est le côté que j'évoquais, risque de déconnexion des deux approches. Et on pense que c'est dommage et pénalisant de se priver de j'allais dire, de ces assets de départ que sont la DSI, ses données, ses outils et ses personnels. Évidemment, c'est aussi une des entités qui a le plus la culture projet, la culture digitale nativement. Là aussi, c'est basique de le redire, mais ce sont des atouts importants pour aller vers la transformation digitale. Et si finalement la transformation digitale emmène toutes les autres entités de l'organisation à s'intéresser au numérique, à vouloir en faire, c'est plutôt, j'allais dire, positif. Mais l'intérêt de travailler avec la DSI, c'est évidemment de bénéficier de ces compétences et de cette culture qui est native et qui existe au sein de l'entreprise. Et puis enfin, la notion de stratégie, c'est quand même là le temps long, l'investissement. Et là aussi, c'est dommage de se lancer dans une transfo qui peut impacter très fortement l'entreprise au portefeuille en termes de budget comme en termes de performance et de vie dans l'entreprise et de pas prendre ce temps de la réflexion stratégique et ne pas y embarquer les professionnels numériques de l'entreprise. Là aussi, c'est se priver d'assets importants. Évidemment, si on regarde du côté du DSI, on peut le voir comme une opportunité aussi d'avoir encore plus de leadership et de contribution à l'avenir de son organisation. Donc, tout ça pour militer, pour dire oui, de notre point de vue, avoir cette stratégie ici, c'est nécessaire pour éclairer ou guider ce qu'on veut faire en transfo digital. Et les liens peuvent être plus ou moins forts, mais ça paraît fondamental. Le risque de ne pas le faire, c'est d'être hors sol et de lancer une transfo digitale complètement hors coup du SI et tôt ou tard avoir des incohérences. C'est de développer quelque chose qui est bien connu dans les DSI, qui est du full shadow, c'est-à-dire tout le monde va faire sa transfo tout seul et on pourra mettre en danger le système ensuite. Et puis, c'est dommage de se priver, j'allais dire, de ce que j'ai dit, tout ce qui a valeur dans une DSI pour pouvoir y contribuer. Voilà en quelques mots pourquoi on pense que c'est important d'y aller et de lier cette stratégie SI aux enjeux de la transfo digitale. Super. Et qu'en pense Marie-Odile? Selon vous, la transfo digitale et DSI, est-ce le même combat? Avez-vous eu besoin de convaincre de la nécessité de la strat chez Audencia? Alors, de partir à votre question, Inès, est-ce que c'est le même combat? Et est-ce que j'ai eu besoin de convaincre? Alors, une stratégie SI, c'est avant d'être SI, c'est une stratégie. Et une stratégie SI, elle est forcément, enfin en tout cas, si elle veut être productive de résultats, être alignée sur la stratégie de l'entreprise. Voilà. Après, arrivons à la transformation digitale. Avant d'être digitale, la transformation, c'est une transformation. Donc, c'est forcément un axe stratégique de l'entreprise. Du coup, une fois qu'on a dit ça, bien sûr que stratégie SI, en fait, et transformation digitale, c'est le même combat, puisque la transformation digitale, qui est avant toute chose une transformation de l'entreprise, va s'appuyer sur un asset qui est la stratégie du système d'information, clairement. Et est-ce que j'ai eu besoin de convaincre? Alors la réponse est oui. J'ai opéré, si je puis dire, dans différents secteurs d'activité à différentes époques de ma carrière et aujourd'hui dans celui de l'enseignement supérieur et de la recherche, donc de l'éducation. Et clairement, besoin de convaincre, oui. Et c'est lié à quoi? C'est lié à plusieurs dimensions, mais la principale, c'est la maturité digitale de la gouvernance. C'est-à-dire que si vous avez une gouvernance qui comprend effectivement que la transformation digitale repose
de manière importante sur la stratégie du système d'information. Là, pour le coup, vous allez travailler vraiment en co-construction avec votre gouvernance, puisque vous êtes alignés par définition, vous parlez le même langage, vous vous comprenez. Si vous avez une faible maturité digitale de votre gouvernance, là, vous avez un gros travail de conviction à faire, et l'énergie, la pédagogie que vous allez devoir y mettre va essentiellement dépendre de la place que vous occupez en tant que DSI, en tant que CDO, CDIO, on le dit comme on veut, dans l'organisation de l'entreprise, en fait. Si vous êtes membre du COMEX, membre du CODIR, vous avez effectivement une place qui présuppose que vous êtes un acteur business, c'est-à-dire un business partner. Et donc, articulation ou ce process de conviction va reposer sur cette articulation. Si vous n'êtes pas membre du CODIR, si vous n'êtes pas au COMEX, clairement, là, vous allez devoir faire beaucoup plus d'efforts et être, je dirais, sûrement appuyé sur des mécaniques beaucoup plus rodées que si vous avez cette place, effectivement, en tant que membre du CODIR ou du COMEX. Intéressant. Et du coup, sur ce grand oui, qui est la transfo digitale et la stratégie, on va explorer maintenant les composantes de la réflexion stratégique sur le SI. Selon toi, Paul, quels sont les ingrédients indispensables à mettre dans cette réflexion Alors, stratégique? on entend pas mal de choses. On entend pas mal de choses dans ce que dit Marie-Odile à travers sa première intervention. Je vais en donner quelques grands points nous qu'on croise et pour lesquels on milite. Derrière une stratégie SI, on va trouver plusieurs éléments importants à mettre sur la table. Je vais en donner quelques-uns qu'on retrouve. Il s'agit de poser, on l'a dit, il faut répondre à des enjeux métiers, à une stratégie métier. Donc, il faut arriver à hisser le niveau de jeu et poser une vision de ce qu'on attend du numérique pour répondre à cette stratégie. Il faut en sortir parce que ça doit arriver, déboucher sur quand même du concret, des choses à construire. Et donc, cette notion de déboucher sur un portefeuille de projet et aussi un portefeuille qui permet de mettre en avant pour le reste de la gouvernance de l'entreprise le fait que on va mobiliser ces ressources justement à travers cette logique de portefeuille sur de la nouveauté à construire, sur des demandes à traiter et puis sur des assets aussi à entretenir. Mais cette logique de portefeuille, elle est fondamentale dans les éléments clés de réussite. Il y a la gouvernance, ça a déjà été dit, mais évidemment, si j'ai pas la gouvernance ensuite, déjà pour le décider, cette fameuse stratégie, pour la suivre et l'adapter, c'est peine perdue. On peut retrouver aussi des composants de cette réflexion qui vont être, c'est l'occasion de penser sur la stratégie, de faire des travaux de type bilan d'existant, où on en est, de documentation. Il peut y avoir, si c'est opportun pour certaines organisations, cette occasion d'auditer ou faire le bilan si ça n'a pas été mené. C'est aussi une occasion d'ouvrir les portes et les fenêtres. Là aussi, s'il n'y a pas une veille régulière et c'est pas évident de faire tout le temps de la veille, c'est un moment, une occasion clé où on peut aller voir ce que font les concurrents, ce que font dans d'autres secteurs, aller observer les offres de solutions. Et c'est vraiment important de ne pas se priver de ça. Et donc, il y a cette notion de veille. Donc, c'est aussi évidemment faire un exercice stratégique et on verra, quelle que soit sa modalité, c'est l'occasion de créer une dynamique, d'aller bousculer des choses, d'aller engager une transformation qui peut toucher, par exemple, à l'organisation des équipes elles-mêmes, de la DSI, par exemple. Mais en tout cas, on crée une dynamique qui va permettre de se mettre en synergie avec d'autres acteurs et avec d'autres sujets dans l'entreprise. Donc, c'est précieux. Tous ces composants-là, portefeuille, gouvernance, une vision, des travaux bilans, la dynamique, ils sont évidemment à doser selon le contexte et les capacités et aussi à adapter pour répondre de la manière la plus sur mesure au contexte et à la situation de l'entreprise. Très bien. Et en parlant de sur-mesure, Marie-Odile, quelle est votre vision priorisée, disons, des composantes citées par Paul, où il y a peut-être d'autres éléments exactement que vous avez dû utiliser par personnalisation justement au contexte de Audencia. Oui. Je rappelle les éléments. Donc, on parle de vision, la logique portefeuille, la gouvernance, le bilan, la dynamique collective et surtout le travail d'ouverture et de veille.
Alors, sur la vision, j'y ai un peu répondu lors de ma réponse à la première question, c'est-à-dire qu'il faut que la vision soit effectivement partagée et communiquée. Alors ça, c'est très important. La communication qu'on va faire autour de cette stratégie SI est fondamentale. Ensuite, le portefeuille de projet est vraiment un asset absolument pivot. C'est clair que moi, dans mon expérience chez Audencia, c'est le premier élément auquel je me suis attachée, c'est-à-dire en fait d'un point de vue opérationnel et puis avant ça effectivement conceptuel, en m'appuyant sur des méthodologies éprouvées, on n'a pas inventé le fil à couper le beurre, mais mettre en place effectivement une gestion de la demande qui va venir effectivement après priorisation et arbitrage, alimenter le portefeuille de projet du système d'information, celui-ci étant évidemment priorisé et arbitré au plus haut niveau, c'est-à-dire que c'est pas un truc qui fonctionne uniquement à l'intérieur de la DSI, mais c'est véritablement quelque chose, alors c'est un outil de travail pour la DSI, mais c'est quelque chose qui sert effectivement aux échanges, au dialogue, aux arbitrages avec l'ensemble du dispositif. Clairement, les comités de revue de projet transverse se font au niveau du CODIR. Et c'est là, bon, on est dans des articulations de type comité d'investissement. Alors, tous les projets, évidemment, ne sont pas présentés à ce niveau-là. Mais néanmoins, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis, la dernière dimension, c'est effectivement cette veille permanente. Alors, évidemment, veille technologique, mais au-delà de la veille technologique, pour venir alimenter, évidemment, tout ce qui peut être relatif à l'innovation technologique, évidemment, pour savoir, en tant qu'expert, analyser le fait que oui ou pas cette innovation technologique présente un intérêt pour les métiers en termes d'usage et de réponse aux besoins, bien évidemment, ça c'est prépondérant et ça on sait le faire, mais c'est un des essentiels de nos métiers. Je connais personne exerçant ce métier qui n'est pas sur une veille technologique permanente, quoi. Ça c'est vraiment quelque chose d'unanimement partagé. Et puis au-delà de ça, effectivement, l'expertise en fait, les compétences que peuvent avoir les équipes de la DSI sur cette articulation qui est le pilotage du portefeuille de projet de la DSI. Super, mais on a un peu, ouais, super intéressant. Et du coup, pour comment dire, passer au troisième axe du débat, mais on l'a un peu touché pendant la deuxième question, qui est là de s'intéresser aux différentes modalités / approches pour construire, piloter sa stratégie ici. Donc on parle de SDSI, de feuille de route, de portefeuille de projet. On les a un peu abordés maintenant. Paul, peux-tu nous partager les différentes pratiques observées chez nos clients? Oui, alors c'est dans la suite des éléments qui composent. Une fois qu'on a dit ce qu'il fallait mettre sur la table et réaliser pour faire cette stratégie SI, ça va pouvoir se traduire de différentes manières, tant en termes de livrables que de process de création et de mise en œuvre. On a, j'allais dire, on peut aller comment dire, on va le voir, de l'exercice SDSI, du livrable SDSI et de sa méthode particulière, jusqu'à la notion de roadmap et rolling roadmap que pratique Marie-Odile, qu'on pourra redétailler et réévoquer. Et donc, ça nous donne, et entre les deux, tout un éventail en tout cas, tout le nuancier qu'on peut y mettre, de pratiques qui vont de l'un à l'autre. Pour moi, le choix des modalités entre, et si je prends ces deux extrêmes, un schéma directeur qui va être un exercice complet d'état des lieux, de replanification de l'ensemble des activités SI, d'accrochage à la stratégie et de redéfinition de cette gouvernance qui va permettre, une fois l'exercice stratégique fait, de se donner cette vision moyen terme, de la piloter avec un portefeuille. On a un livrable spécifique et plutôt conséquent à faire qui s'appelle le SDSI, qui peut être une des voies. On le verra et on le redétaillera avec Marie-Odile. Quand on est sur de la rolling roadmap et de la roadmap, on va être beaucoup plus attaché à voir justement ces mécaniques de gouvernance, d'outillage, de différents process qui participent à faire vivre un portefeuille. Comment je traite mes demandes, comment je traite mes aléas, comment je travaille ma planification en lien avec le budget, en lien avec la stratégie d'entreprise,
et je vais être dans un exercice plus agile, plus mature, où je vais venir vraiment m'insérer dans la gouvernance de l'entreprise et de manière un peu plus régulière, un peu plus fréquente qu'un schéma directeur, venir me confronter à est-ce que mes résultats et mes efforts sont toujours dans le cadre budgétaire, sont toujours dans le cadre stratégique et répondent toujours bien aux besoins des métiers. Donc, dans les deux cas, j'ai bien le même objectif, d'avoir un cap pour avancer, de mettre les bonnes ressources et de faire avancer mon entreprise. Il y en a un qui va être beaucoup plus intégré et plus agile quand on parle de roadmap, et le schéma directeur qui est plus statique, mais qui permet, qui a ses vertus aussi, d'initialiser quand la démarche n'existe pas. Il existe encore des acteurs qui partent soit très loin, soit qui n'ont pas fait de mise à jour depuis longtemps, soit aussi ça peut être lié à des situations managériales, l'arrivée d'un nouveau DSI dans une organisation peu connue, ça peut être aussi des occasions un peu de bilan initial. Donc, il peut y avoir des contextes dans lesquels ça se révèle utile, et dans ces cas-là, il y a toute cette… il peut être utile de déclencher un process un peu plus lourd, mais qui va amener des résultats complémentaires à cette démarche de planification. Qu'est-ce qui fait choisir? Mais on y reviendra, et je vais peut-être laisser la parole à Marie-Odile. Tout ça, ça dépend de… Il y a une notion de temporalité. Est-ce que c'est le bon moment de lancer? Vous arrivez dans une boîte, la stratégie d'entreprise est en train d'être élaborée ou vient à peine de sortir et beaucoup à reconstruire. Une logique très plus globale, type schéma directeur, peut tomber un peu peut être très utile. On peut avoir besoin de frugalité et d'agilité plus forte. Et dans ces cas-là, il sera évident qu'il faut mettre le paquet sur d'abord cette bonne maîtrise du pilotage du portefeuille et peut-être minorer l'aspect bilan complet d'un existant et autres. Donc ça, j'allais dire, le bon moment, réfléchir au juste effort à mettre. Tout le monde n'a pas les moyens de déclencher une revue complète de ce qui se passe. Donc, il y a cette notion de frugalité, être capable de mettre l'effort qui correspond à ce qu'on peut faire. Et puis, ça a été déjà beaucoup dit par Marie-Odile, la notion de maturité est fondamentale, tant du business et des décideurs et de la direction, que aussi de l'organisation elle-même, dans sa capacité de s'interroger ou de mener une approche portefeuille et suivre correctement les roadmaps. En effet, du coup, chez Audencia, justement, la pratique, c'est plutôt la feuille de route pour piloter la stratégie ici. Du coup, la question, c'est, pour Marie-Odile, pourquoi ce choix? Comment vous l'avez mis en place en arrivant chez Audencia? Et selon votre expérience, quels sont ses avantages et surtout aussi peut-être ses limites aussi? Donc, pour avoir un avis assez objectif sur cette pratique. Alors, deux choses qui m'ont conduit effectivement à privilégier effectivement ce que Paul appelle la rolling roadmap. Mon expérience. Bon, d'ailleurs, j'ai une longue carrière derrière moi, donc mon expérience effectivement m'a conduit après audit et évaluation de la maturité digitale de l'organisation que j'ai intégrée il y a 4 ans de ça, qui avait un plan stratégique qui déroulait, qui était pratiquement arrivé à la fin, de me dire l'exercice du schéma directeur dans ce contexte, no way, quoi. Ça, c'est pas la peine. On va dans le mur. Donc, agilité, frugalité. Et donc, après avoir effectivement bien compris quel était le niveau de maturité digitale du business, de la gouvernance, eh bien, je suis allée effectivement sur une articulation de feuilles de route. Évidemment avec des axes stratégiques dans cette feuille de route, portefeuille de projet, le mien, celui d'Audencia, il est organisé en fait en catégories assez standards, c'est-à-dire qu'on a les projets standards, pour le coup c'est vrai, tout ça assorti de seuils qui vont dire celui-là il est standard, celui-là il est majeur et transverse et celui-là il est stratégique en fait, voilà. Voilà comment j'en suis arrivée là en fait. D'accord. Alors, juste, je check le chat. Alors, nous avons Olivia qui pose une petite question. Quelle préconisation auriez-vous sur la stratégie de mobilisation des acteurs dans la construction d'un SDSI? Qui mettre autour de la table, potentiellement pas tous impliqués au même moment du projet? Ouais, merci Livia pour la question. Donc, il s'agit de questions relatives à la mobilisation des acteurs pour construire le SDSI.
Qui faut-il mettre autour de la table? Oui, Paul. Alors du coup, on a les questions en fin, mais on peut la prendre à la volée, celle-là, avant la phase synthèse. Je vois stratégie de mobilisation des acteurs. On pourra d'ailleurs, ça sera intéressant, Marie-Odile aussi disait un mot là-dessus, qu'on soit dans un exercice schéma directeur et roadmap, la mobilisation est importante. Ton point de vue sera intéressant. Par rapport à l'exercice schéma directeur, là aussi, j'allais dire, on est un peu dans des approches à la carte et sur mesure. On peut décider, j'ai dit tout à l'heure, ça peut être cette élaboration stratégique. Si je veux en faire un outil de dynamique, de mobilisation, je vais me poser la question à quel point j'en fais un exercice ouvert et, comme on peut retrouver dans certaines pratiques, d'ouverture complète des portes et fenêtres et d'aller faire un effort de co-construction, d'écouter au maximum les personnes internes des SI aussi bien que côté métier, et du coup de vouloir mobiliser largement, soit pour entendre tout le monde. Quand je parle de co-construction, c'est-à-dire amener aussi les gens à proposer des choses et à participer à la priorisation des éléments, et mobilisation aussi dans une communication large et importante, comme ça a déjà été dit tout à l'heure. Je peux décider de mobiliser largement en faisant contribuer les gens en amont, faisant contribuer les gens pendant, et les alimenter, j'allais dire, pendant et surtout à l'issue de l'exercice par rapport à ça. Et donc, aller vers une mobilisation forte, y mettre les moyens et l'énergie, si cela sert mon projet et si je suis dans la volonté vraiment d'entraîner une dynamique de transformation des personnes, ou en tout cas les faire agir et changer de regard sur le SI. Je peux aussi avoir, et c'est pour ça que je dis ça dépend vraiment des enjeux, si je dois rapidement donner des orientations, prendre des décisions budgétaires, dans une logique plutôt de frugalité d'approche où l'embarquement de toutes les ressources n'est pas mon sujet numéro un, je peux très bien faire un exercice plus restreint en termes de sollicitation, pas être dans forcément des cahiers de doléances partout et refaire toute une récolte de besoins, et dans ces cas-là, d'avoir un exercice, j'allais dire, plus en mode de task force. Encore une fois, ça ne veut pas dire tous les projets continuent, et je pense que c'est les pratiques de travailler avec leurs clients métiers des besoins, à traiter régulièrement des demandes. Il y a des moments, heureusement, toute l'année est constituée d'échanges entre les acteurs et l'IT pour mettre en place les projets. Là, l'idée de ces temps stratégiques, c'est est-ce que j'ai besoin de renouveler ou de redynamiser cette relation? Et dans ces cas-là, ça peut être intéressant de mettre plus ou moins le paquet là-dessus. Merci Paul. Marie-Odile, je ne sais pas si vous avez des recommandations par rapport à la mobilisation. Oui, sur la mobilisation des acteurs et en particulier, mais c'est valable dans les deux cas de figure, c'est-à-dire qu'on soit en présence effectivement de l'élaboration d'un SDSI ou qu'on soit effectivement sur un dispositif de pilotage d'une feuille de route, en fait. La manière dont je procède dans les deux cas, c'est que j'ai une phase amont où je vais effectivement mobiliser l'ensemble des acteurs, en fait. Et cette phase amont va me permettre effectivement de bien comprendre, de bien appréhender quelle est la stratégie de l'entreprise, et puis d'arriver à capturer cet alignement qui doit exister entre l'architecture d'entreprise et l'architecture du système d'information. Et là, on est vraiment en mode, voilà, je récupère la stratégie, je brainstorm, tout le monde s'exprime, etc., etc. On est dans un exercice qu'on peut assimiler dans nos métiers à celui du cahier des charges quelque part. Ça ressemble un peu à ça. Et puis après, une fois qu'on a ça, on fait relire, on fait valider, on fait amender, tout ce qu'on veut. Et puis on va partir soit sur la rédaction d'un schéma directeur, soit sur effectivement la construction d'une feuille de route avec tous les livrables qui sont associés soit au schéma directeur, soit effectivement à la feuille de route de transformation donc du système d'information. Et alors à ce moment-là, c'est vraiment un travail d'expert parce que clairement, vous aurez beau avoir des métiers qui seront
qui auront la bonne maturité ou qui auront l'envie de contribuer ou qui auront etc. Il y a un moment où il faut que ce soit les experts qui bossent, quoi. Qui sait faire du schéma directeur du système d'information, les profils de compétences d'une DSI, clairement. Qui sait faire de la feuille de route SI, les profils de compétences d'une DSI. Et là, faut pas se tromper, parce que si dans ce moment, effectivement, vous allez élaborer la première version, ce sera pas forcément la version finale, mais la première version de soit de votre schéma directeur, soit de votre feuille de route, vous faites à nouveau, vous conviez à nouveau les acteurs business, c'est sans fin, quoi. Ça se termine pas. C'est comme le processus de gestion de la demande. S'il n'y a pas un moment où vous marquez le besoin définitif, exprimé littéralement par vos métiers, et que vous passez effectivement sur de l'analyse d'impact et sur de la gestion des exigences pour déboucher sur de la conception, ça fonctionne pas, quoi. Voilà mon expérience. Intéressant, merci, merci. Merci à vous deux de vos précieux inputs. Vu le temps, le débat touche à sa fin, mais prenons 5 minutes, Paul, pour récapituler les préconisations clés. Que faut-il retenir de cet échange? Ouais, c'est quelques éléments qui ont été postés a priori, donc qui ne sont pas le reflet exactement de tout ce qu'on a dit, mais qui donne quelques points de repère. C'est forcément caricatural quand on a pris volontairement cet axe, j'ai de la feuille de route d'un côté, le SDSI de l'autre. Vous l'avez compris, tout ça n'est pas forcément exclusif, mais c'est se donner vraiment des checklists et des points de réflexion, hein, ni plus ni moins. On voit bien dans mais vous voyez document, l'idée c'est quand même, on a quand même un livrable. Un SDSI, souvent c'est un document qui sort, un document de référence d'un côté. On va penser plutôt moyen-long terme. Ça dépend évidemment des cycles business, des cycles des boîtes. Et on l'a dit tout à l'heure, ça pouvait prétendre à une vue très large de bilan de l'existant, vision future, les différentes steps pour y arriver, etc., etc. Qui peut avoir, on l'a évoqué, son intérêt, son momentum et son niveau de profondeur plus ou moins important. Côté feuille de route, s'il faut retenir des axes clés, c'est vraiment, on retient l'essentiel, c'est-à-dire c'est un outil de pilotage. Le SI, c'est vivant, le SI, ça coûte de l'argent, le SI, ça ouvre des opportunités, donc ça se pilote de manière vivante. Et c'est pas monotâche, donc j'ai un portefeuille de projets. D'ailleurs, on a été un peu vite sur la notion aujourd'hui, mais j'ai mes projets qui sont mes investissements, mais j'ai aussi du run, des choses en vie à gérer, et j'ai aussi des petites zones de liberté où je peux innover, tester, non. Finalement, ce côté de pilotage, c'est comment l'intérêt de la feuille de route, elle est focalisée là-dessus, quoi. Je sais en permanence, et je sais la remettre sur la table régulièrement, tout ce que je fais au niveau du SI, du numérique, sous-entendu, comment je sers ma transfo numérique. On est plus court, on va essayer de se caler en général, mais je pense Marie-Odile a l'expérience sur un cycle budgétaire déjà, tant qu'à faire, autant que ma feuille de route me donne contribuer au budget de la boîte. Et puis plus je suis mature, plus je peux penser évidemment pluriannuel, et il y a des projets de transfo qui vont sur 2-3 ans, et je dois être capable de faire cette gymnastique. Et puis, on n'est pas dans l'idée de sortir un pavé de 100-200 pages qu'on va consulter une fois de temps en temps ou quand je suis nouveau qui arrive. On est plutôt dans la documentation qui va être, si c'est outillé, un portefeuille qui est un objet numérique, hein, c'est une base de données, avec tout un tas de choses comme les fiches projets, les plannings, des jalons. Donc, j'allais dire, on se rapproche plus de la gestion d'activité, mais on a aussi évidemment des éléments de sortie. Et Marie-Odile l'a dit, c'est aussi un objet, entre guillemets, qui se communique. Ça permet de faire passer des grands messages sur les grandes priorités. Il y a toute une série, j'allais dire, de livrables de com qui vont autour de ces deux exercices. Et on peut aller piocher dans les deux. On l'a évoqué, et ça n'a pas prétention scientifique, mais pareil, c'est une aide à la réflexion. Quelle est la bonne approche? Je ne sais pas si ça s'est senti, mais en tout cas, on l'a bien en tête dans le témoignage de Marie-Odile et ce qu'on nous a observé. Finalement, il n'y a pas une seule approche qui va bien. On sent qu'il y a des grandes tendances quand même, qui sont liées au fait de l'accélération des choses, la montée en maturité, ce qui fait que les approches que je qualifierais d'agile comme pratique Marie-Odile sont quand même une tendance de fond qu'on observe, mais avec des endroits où aussi on a encore besoin de faire du schéma directeur. Si vous en êtes encore au stade de se poser la question « qu'est-ce que je fais ou quel est mon bon panachage ?», il y a vraiment une notion de quels sont les enjeux que j'adresse. Et encore une fois, tout n'est pas exclusif. J'ai besoin de temps en temps d'adresser des grands enjeux très stratégiques, et j'ai régulièrement et tous les jours des enjeux plus tactiques et opérationnels. Et je ne vais pas sortir le même type de
j'allais dire, de réflexion ou de planification selon le cas. J'ai aussi une question clé qui est celle de la fréquence de mise à jour dont j'ai besoin. Si je suis dans une planification, enfin des industriels, on pense industriel à très long terme, si je réfléchis à 5-10 ans, je vais faire un effort tous les 5-10 ans parce que j'ai des choses qui ont beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Et c'est bien de savoir l'identifier. Et plus je vais être sur un besoin de fréquence rapide, et rapide, ça peut être annuel au budget ou trimestriel, etc. Et plus je vais adapter mon exercice, et plus ça sera évident que je ne vais pas redérouler tout un process stratégique à courte échéance. Donc d'avoir les deux en tête, c'est important pour aller piocher et chercher les bons process ou les bonnes pratiques sur lesquelles s'appuyer. Et enfin, ça a été dit, niveau de maturité fondamentale pour définir le bon exercice, pour ne pas se planter, et cette capacité d'agilité aussi qui varie d'entreprise en entreprise. Vas-y Inès, pardon, je t'ai coupé. On a évoqué les points, ça sera un rappel et vous pourrez avoir les éléments, mais on voit bien si on se lance dans un schéma directeur, ça a été dit et je pense que le témoignage de Marie-Odile l'a montré aussi. Il y a des risques à ne pas impliquer les métiers, à ne pas être aligné, faire un exercice décorrélé des objectifs globaux de l'entreprise, ça paraît évident. C'est pas parce qu'on est dans une planification plus long terme qu'il faut faire des macro-plans irréalistes, et on en voit. Se promettre qu'à 5 ans, on refera tout du sol au plafond, ça fait pas avancer le schmilblick. Donc, on met quelques points de repère et très vite, on se remet sur cet exercice portefeuille. C'est pour ça que les deux sont pas incompatibles, pour savoir ce que concrètement on peut faire. Le pilotage est fondamental. Faire un effort de planification stratégique, si je mets pas ce qu'il faut pour le suivre et le mettre à jour, c'est peine perdue et on peut arrêter tout de suite. Maintenant, c'est des objets de com. Donc, évidemment, le format, la façon de l'accompagner, de le diffuser est capital. Et puis, l'outillage, on pourra en dire un mot. Je sais que Marie-Odile utilise des outils. Plus le sujet est complexe et important, plus c'est nécessaire. Mais être bien outillé pour faire les choses, c'est important. Et ça peut être dans des toutes petites structures, un bon fichier Excel, jusqu'à, dès que c'est un peu costaud, des outils de portefeuille, des outils d'architecture entreprise, des outils qui outillent les process qu'on met en œuvre. C'est fondamental compte tenu des enjeux. On va retrouver évidemment des risques d'échecs ou d'erreurs qui sont un peu les mêmes feuilles de route. Si je suis décorrélé de ma vision stratégique, c'est foutu. Si je prends pas, alors, je pars du principe que la planification étant à plus court terme, je vais pas faire des choses complètement irréalistes. Ceci dit, la zone de danger va être plutôt sur cette capacité à maîtriser ses contraintes et ses ressources et faire en sorte que le portefeuille qu'on va accepter de prendre en charge, évidemment, il prenne bien en compte ma capacité à faire. C'est des principes de base du pilotage. La gouvernance est fondamentale, ça a été dit par Marie-Odile. Il y a vraiment un côté synchronisation avec les process de l'entreprise pour être sûr de faire son exercice en bonne synchronisation, et notamment, je pense, par rapport au budget. Communication et outillage, là aussi, même chose. Ça devient des exercices de com, et quand on veut travailler pro sur ces sujets-là, et nous, on milite pas mal pour ça, être outillé est aussi une bonne pratique. Merci Paul. Du coup, on vient au moment tant attendu peut-être. Je vous invite, si vous en avez des interrogations, des réflexions ou des besoins d'éclaircissement, de poser vos questions dans le chat. C'est le moment. Donc, on peut se donner 5 minutes pour répondre à vos questions. Je check le chat. Pas de questions, tout a été super clair, super limpide. Il est bon. De toute façon, ouais, faut qu'on fasse attention à notre timing. Effectivement. Peut-être clôturer en attendant que des questions se proposent. Paul, ça te... Ouais, très bien. Enfin, je veux peut-être aussi si Marie-Odile veut dire un mot de conclusion sur les échanges. Moi, je tiens à vous remercier. Nous, on est toujours cette idée d'avoir des témoignages
entre guillemets, de vrai DSI de la vraie vie, c'est fondamental. C'est l'utilité, je trouve, de ces formats. Je l'avais dit sur LinkedIn, hein, on n'est pas client-fournisseur, on fait de l'échange. Moi, c'est intéressant d'avoir des pratiques de DSI qu'on n'accompagne pas forcément. Et je pense qu'on se retrouve et on partage, et merci d'être venu le dire sur cette idée que finalement, l'exercice stratégique, oui, il est important, et oui, c'est avant tout un exercice de pilotage. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on aime à défendre. Donc évidemment, nous, vu notre posture, c'est notre métier, on est là pour aider ce type de démarche, qu'elle soit sur un exercice schéma directeur quand il s'impose, la mise en place de démarches comme celle pratiquée chez Marie-Odile de feuilles de route et d'outillage, et à savoir qu'au cabinet, on travaille beaucoup sur cette notion de modèle de pilotage, à savoir trouver vraiment, avec des frameworks et des spécifiques, quel est le bon mix dans une entreprise donnée pour piloter son activité, son numérique en particulier. Petit aussi teasing, pour rendre ça un peu plus fun, on travaille, et c'est Inès, une équipe à la manœuvre là-dessus, sur un serious game qui permet de parler de pratiques de pilotage de manière, j'espère, pas trop rébarbative et rapide. Et ça, je pense qu'on proposera de le tester incessamment sous peu. Yes. Marie-Odile, peut-être un petit mot de conclusion. Oui, juste rapidement redire ce que vous venez de dire, Paul, à savoir que je suis pas votre cliente, et c'est ce qui m'a intéressé dans l'exercice, sachant que je suis évidemment totalement convaincue qu'il faut un modèle de pilotage, et c'est votre offre de service, c'est sur quoi j'étais intéressée à venir témoigner. Et préciser une deuxième chose, en fait, Audencia, c'est un ETI, quoi. On est 520 collaborateurs. Ma DSI, moi comprise, on est 35. Et donc, du coup, je suis outillée, comme vous l'avez précisé, Paul, effectivement. Alors, évidemment, le travail sur la modélisation, etc., c'est moi et mes équipes qui l'ont fait. Mais je suis outillée et je suis allée chercher un nouvel entrant du domaine qui s'appelle Ersas, avec lequel j'ai mis en place un véritable partenariat qui a démarré par une expérimentation, et aujourd'hui, je suis en phase de généralisation. Et quand je dis généralisation, c'est-à-dire que je pilote le portefeuille de projet de ESI, en fait, avec Ersas, et que Ersas se diffuse au sein de l'organisation. C'est-à-dire que ça devient effectivement l'outil de pilotage du portefeuille de projet Audencia. Voilà ce que je pouvais ajouter en conclusion. Très bien. Très intéressant, Marie-Odile, et sur tous ces sujets, en effet, d'outillage, il y a des choses à voir en la matière, et le marché offre pas mal d'opportunités là-dessus. Et en effet, je pense que la taille critique pour démarrer est pas si élevée que ça. Je pense qu'une ETI, votre structure le montre. Nous, on accompagne des boîtes, et dès une quinzaine de salariés à la DSI, des projets quand même en millions d'euros, et forcément, l'investissement en vaut la chandelle, ne serait-ce que compte tenu des enjeux financiers, de se dire de mettre 0,5 ou 1% dans une bonne maîtrise de ce paquet-là, ça vaut le coup. Et on milite aussi pas mal là-dessus. Et en fonction de sa taille et de sa maturité, on va trouver sur le marché tous les outils nécessaires. On est presque arrivé on est au bout, hein, je pense. Mais on a une question. Oui, Livia. Alors, si tu veux Paul la lire ou je la lis. Ouais. Imaginez une phase pilote de mise en œuvre, ou est-ce plutôt une pratique d'embarquer tout le monde au même moment? C'est dans la lignée de ta question initiale tout à l'heure sur l'onboarding des gens. Je dirais, il n'y a pas de règle absolue. On peut très bien mener des réflexions stratégiques plus avancées avec certains métiers d'abord, et pas forcément faire tout le monde en même temps. Oui, c'est tout à fait possible. Après, il faudra bien réussir à reconsolider, et de toute façon, le SI, il est unique, mais il est capable d'avancer avec différents horizons de temps selon ses clients métiers. Donc, c'est une adaptation possible. Je pense qu'on peut boucler maintenant, Inès. Merci Livia, merci Paul. Merci à tous pour votre considération. J'espère que le webinaire a répondu à vos questions et vos attentes. Et on vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau webinaire sur les préoccupations des DSI. Merci à tous. Merci encore Marie-Odile, Paul. Merci Marie-Odile, et merci à tous d'avoir suivi. Merci à tous. Merci Bonne Inès. journée.